Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Clergue, présidente de Amescience et fondatrice du club Hypersensible qui compte aujourd'hui près de 4250 nouveaux abonnés. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, pourriez-vous, pour commencer, présenter le club, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est un club qui se fédère en fait à la fois sur le réseau social Clubhouse, le nouveau réseau social audio, donc qui simule des tables rondes ou comme des émissions radio en fait où les gens peuvent venir poser des questions et on peut répondre à leurs questions tout en animant des conférences aussi sur certains sujets. Il se fédère également aujourd'hui sur le réseau Facebook et donc on a 4250 personnes fédérées sur Clubhouse et 750 pratiquement sur le groupe Facebook. La fédération de tous ces hypersensibles nous permet, eh bien, comme je vous l'ai dit, d'animer des tables rondes, d'animer des lives, d'animer des masterminds, où on va tous ensemble faire surtout de la pédagogie par rapport à ces sujets d'hypersensibilité, faire mieux connaître, mieux comprendre ce que c'est, et on va bien sûr aider ceux qui peuvent en souffrir. Du coup, ma prochaine question, ce serait peut-être revenir sur la définition de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité réellement ? Parce que du coup, il en est de ma compréhension qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un terme parapluie. Beaucoup de choses peuvent se mettre sous ce terme-là. Est-ce que vous pourriez du coup remettre un petit peu de vrai là-dedans ? Oui, je vais essayer. Effectivement, c'est un challenge. À la fois, c'est la base de définir ce que c'est. Et à la fois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il peut y avoir plein d'amalgames, plein d'incompréhensions par rapport à ça. Et que comme c'est un sujet, en fait, qui n'est pas reconnu aujourd'hui médicalement, qui n'est pas reconnu ni comme une pathologie, ni comme un trouble de la personnalité. C'est simplement un ensemble de caractéristiques. Mais en fait, en réalité, il y a beaucoup de choses dedans parce qu'il y a aujourd'hui 20 à 30% de la population qui est hypersensible. Donc c'est énorme en réalité et ça peut prendre bien sûr plusieurs formes, c'est polymorphe. Alors moi je le résume en une phrase, je dis que c'est une capacité accrue de notre système nerveux à capter de l'information. Et pas que de notre système nerveux, de notre organisme de manière globale, de notre être. Et donc il y a 4 types d'informations. Aujourd'hui on le modélise comme ça, bien sûr, l'être humain est toujours plus complexe que sa modélisation, mais pour simplifier les choses, c'est une capacité accrue à capter des informations intellectuelles, donc un flot de pensée continu en arborescence qui va nous envahir, qu'on a du mal à canaliser, ou, à chaque fois c'est un et ou un flot d'informations émotionnelles. Donc ça peut être une hyper-empathie, très souvent c'est une hyper-empathie, mais ça peut être des émotions exacerbées. Ça ne veut pas dire qu'on est extraverti ou qu'on va avoir des émotions visibles, mais à l'intérieur de nous, ça peut bouillonner d'une manière très très forte. Ça peut être également des informations sensorielles, donc ça va être des gens qui vont avoir les 5 sens très développés ou certains des 5 sens très développés. Moi, j'ai un enfant, par exemple, qui le matin, il a 5 ans, il doit avoir un quart d'heure dans le noir. On ne peut pas allumer la lumière, c'est insupportable pour lui. Il va, s'il y a trop de monde, même pour son propre anniversaire, aller s'enfermer dans sa chambre parce que c'est trop, le bruit, c'est trop. Moi, une odeur peut me réveiller, par exemple. Donc, ça peut être, voilà, c'est des sens exacerbés. Et puis, enfin, c'est des informations intuitives. Donc là, on a un peu plus de mal à le modéliser scientifiquement, mais ça va être des fulgurances. On ressent les choses, on sent les choses, et ça va aussi parfois avec la sphère intellectuelle où on va avoir un flot de pensée très rapide. Donc, on va faire une déduction très rapide, plus notre intuition, et ça va faire vraiment le sentiment parfois qu'on est mentaliste, pour certains. Justement, par rapport à ça, comment vous venez de dire justement 20 à 30% de la population serait hypersensible, comment l'identifier, pourquoi l'identifier et comment justement agir sur cette condition ? C'est une excellente question et merci de la poser parce que beaucoup me disent « Oui, mais finalement, c'est un effet de mode, tout le monde peut se cacher derrière ça ». Pour justifier des comportements qui sont excessifs. Et oui, c'est vrai, il y a un effet de mode. Et oui, certains peuvent se cacher derrière ça pour justifier des comportements excessifs. Mais nous, on n'est pas là pour faire de la sémantique ou pour avoir une approche intellectuelle et académicienne du sujet. On est vraiment là, quand je dis nous, c'est donc ma petite équipe, Amescience. On est là pour faire de la pédagogie et et une approche thérapeutique. Donc j'ai envie de vous dire, si vous le vivez très bien, ben, génial, il n'y a rien à faire. C'est comme quelqu'un qui a certaines caractéristiques, qui voit très très bien de loin.
ah bah super, il n'y a rien à faire. Mais évidemment, ça a son lot de casseroles pour certains, et notamment ce qui est problématique, c'est qu'on est dans une société qui ne reconnaît pas forcément ça, qui n'accueille pas forcément ça, qui ne comprend pas forcément ça, et notamment dans l'entreprise, on va avoir, pour certains managers, de la difficulté à se sentir bien dans des open space, par exemple, parce qu'il y a trop de bruit, trop d'informations, trop de stimulation. On va avoir du mal à se concentrer parce qu'on va avoir comme si on avait 10 fois plus de capteurs que les autres, vous voyez. Donc, en fait, ça peut aussi, par exemple, en temps de crise, et c'est pour ça que ça a pris cette ampleur dans les médias au moment du Covid, parce que à un moment donné, pour ceux qui ont la sphère sensorielle et émotionnelle, donc c'est surtout ce que j'adresse, j'appelle ça les hypersensibles, hyper-empathiques, ils vont ressentir dans leur corps les émotions des autres aussi. Donc quand tout le monde entier est en crise, quand il y a un stress généralisé, quand à la radio, à la télé, on n'entend que des choses très anxiogènes, l'hypersensible peut saturer complètement son système et parfois avoir un surmenage, une surcharge mentale, émotionnelle, physique et aller jusqu'au burn-out. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de le détecter pour ces personnes-là qui peuvent en souffrir et de les aider à en faire une force parce qu'on peut ne pas en souffrir quand on comprend comment ça fonctionne. Alors justement, vous venez de mentionner la crise. Le fait que justement l'épidémie a un poids assez lourd sur ces personnes-là. Est-ce que c'est justement l'épidémie, la crise en elle-même qui vous a poussé justement à monter ce club hypersensible, ou est-ce que vous aviez une motivation autre derrière ça? Alors moi, je suis hypersensible depuis toujours. Je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années grâce à un vieux monsieur que j'ai rencontré un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un médecin généraliste, parce que justement, je frôlais j'étais en prémisse de burn-out. À l'époque, il y a 20 ans, on ne parlait pas de burn-out, mais j'avais plein de symptômes psychosomatiques que les médecins ne comprenaient pas. J'avais le cou coincé, beaucoup de tétanie musculaire, des insomnies, etc. Et on ne comprenait pas parce que j'avais la vie rêvée. J'étais ingénieur télécom, j'avais un super job, je manageais des gens, j'avais un super copain, j'avais un super appart. On ne pouvait pas comprendre ça de l'extérieur. Et donc, ce médecin m'a dit, je connais un vieux monsieur qui aide, c'était un peu un coach d'avant-garde, on ne parlait pas de coaching non plus à l'époque. Et cette personne m'a fait comprendre mon hypersensibilité, m'a fait comprendre que je pouvais faire des réajustements dans ma façon d'être au monde, dans ma façon d'interpréter le monde, dans ma façon de prendre des décisions aussi, qui pouvaient servir qui j'étais et de faire avec qui j'étais, et d'arrêter de vouloir faire avec qui je n'étais pas. Et ça a été vraiment révélateur oui, on peut en faire une force et on peut être épanoui et accompli en comprenant ces caractéristiques-là. Du coup, moi, j'ai créé un cabinet de coaching quelques années plus tard et je travaille sur ces sujets depuis 11 ans maintenant. Mais même si le groupe des leaders empathiques, donc des hypersensibles, hyperempathiques, leaders de Facebook datait d'avant, les conférences que j'ai commencé à faire gratuitement, c'était au début de l'épidémie, parce que c'était vraiment, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin très fort, parce qu'à la fois, ces gens étaient surstimulés, sensoriellement et émotionnellement, les hypersensibles, mais surtout, une fois qu'ils pouvaient en faire quelque chose, ils étaient les meilleurs contributeurs pour aider les autres en réalité. Puisque ce sont des gens qui ressentent mieux les autres, qui ont une capacité d'écoute, qui ont une capacité d'analyse, qui ont une capacité d'aide pour les autres, qui est vraiment accrue par rapport à la moyenne. Donc, il faut qu'eux s'occupent d'eux pour pouvoir mieux servir les autres, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire ces conférences gratuites. Clubhouse est arrivé en France à ce moment-là. Donc, oui, il y a eu ça a été concomitant, tout ça. Je reviens un petit peu sur le côté réseau social, un petit peu de cette structure-là. Comment considéreriez-vous les personnes qui, du coup, adhèrent à vos structures? Vous les considérez plus comme des adhérents, des membres du club, ou alors comme des patients éventuellement à part entière? Excellente question aussi, merci, c'est très important. En fait, ce sont juste effectivement des membres. Donc nous avons les membres du club Facebook, les membres du club Clubhouse, du club des hypersensibles, et ils ont juste accès aux conférences, accès aux masterminds que je peux faire, qui sont offertes. Et après, une catégorie d'entre eux qui le souhaitent, qui en font la demande, peuvent rentrer dans un programme personnalisé d'accompagnement pour faire de l'hypersensibilité une force jusqu'à en faire une force de leadership pour soi et pour les autres. Et là, on a une petite équipe donc de coachs, psychologues et thérapeutes qui, sur plusieurs étapes, qui permettent vraiment de faire ce parcours, ce chemin vers l'épanouissement et l'accomplissement. Et là, comme moi, je suis coach et c'est un cabinet de coaching, on appelle ça des clients.
On ne peut pas vraiment appeler ça des patients, c'est une sémantique. Quel type de conseils vous donnez aux personnes, du coup, à vos clients? Quel type de conseils vous leur donnez? Et pour aller plus loin, est-ce que vous êtes également en lien avec des structures médicales qui, du coup, pourraient aider certains des cas les plus, dirons, les plus extrêmes peut-être ou les, Alors, nous ne sommes pas en lien avec des structures médicales parce qu'encore une fois, ce n'est pas une maladie. Mais si nous décelons, et bien sûr ça arrive, des conséquences qui vont jusqu'à certaines pathologies, c'est-à-dire l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais le fait de ne pas la canaliser, de ne pas la dompter, de ne pas la comprendre et d'être utilisée à mauvais escient pendant X années, c'est-à-dire se mettre dans un environnement qui nous sursature le système, se mettre au milieu de relations qui sont plus ou moins toxiques pour nous, va véritablement amener à des pathologies psychosomatiques en général. Et donc, il peut y avoir des dépressions, des burn-out, il peut y avoir un mal-être global. Si ça va jusque-là, on va les adresser possiblement à des structures médicales. Mais encore une fois, je me suis entourée d'une petite équipe, notamment avec des psychologues cliniciens, pour ça, pour pouvoir traiter certains cas un peu plus embêtants dans leurs conséquences. Et au niveau des programmes, que vous proposez, comment dire, ça pourrait se traduire par quels exemples un petit peu concrets? De conseils, oui, pardon, c'est vrai que c'était ça la question. Alors c'est très large, mais pour résumer, il va y avoir tous les sujets justement sur repenser son environnement relationnel, puisqu'il va y avoir des relations qui soutiennent notre capacité à utiliser cette hypersensibilité comme un super pouvoir, ou des relations qui, au contraire, sursaturent notre système, ne sont pas vraiment honnêtes, transparentes, et vont vraiment créer un mal-être chez nous. Donc il y a vraiment quelque chose à repenser de tout son environnement relationnel. Il y a aussi quelque chose à repenser de son environnement matériel. Est-ce que je travaille en open space? Est-ce que je suis chez moi? On parlait de certains hypersensibles qui étaient sursaturés pendant cette période de Covid, mais il y a eu aussi tout un courant d'hypersensibles qui se sont sentis beaucoup mieux parce qu'ils n'étaient plus obligés d'aller au boulot, parce qu'ils travaillaient de chez eux, parce que le télétravail les a calmés, parce qu'ils pouvaient mieux gérer leur temps. Et du coup, ils ont commencé à être plus dans leur rythme biologique. Et en fait, c'est ça l'inconvénient, c'est quand on est tout le temps perturbé dans notre rythme biologique. L'hypersensible, souvent, je dis que c'est un sprinter. C'est quelqu'un qui a énormément de capteurs, qui va très très vite. Mais un sprinter, si on l'oblige à faire un marathon, il va s'épuiser très vite. Et encore pire, parfois dans les entreprises, l'hypersensible qui est comme un sprinter, il a l'impression qu'on le tire en arrière. Non, non, tu vas trop vite. Donc il court à la vitesse où il peut, tout en étant tiré vers l'arrière. Et après, quand lui, il veut s'arrêter, on lui dit « tu continues ». Donc en fait, il y a tout un environnement comme ça à revoir, à repenser. Donc ça, c'est vraiment les conseils importants. Il y a tout un travail à faire aussi sur son juge intérieur. L'hypersensible est quelqu'un d'hyper exigeant avec lui, avec les autres. Et il y a quelque chose à revoir là-dedans. Non pas comme on le dit souvent dans le développement personnel, la loi de Pareto, il faut penser 80-20. L'hypersensible, il n'arrive pas à faire ça parce que son niveau d'exigence, s'il ne l'atteint pas, ça le frustre énormément. Par contre, je leur apprends souvent à renoncer à certains projets. On a comme ça une multitude, on est multipotentiel, multidimensionnel, on veut partir dans tous les sens, on a envie de s'éparpiller, on est curieux de tout. Non, il faut plutôt choisir certains projets, certaines voies, surtout après 35 ans. Avant, vous pouvez tester un peu tout. Et à 35 ans, on décide et on peut être dans notre niveau d'exigence dans les projets qu'on a choisis, mais pas s'éparpiller dans 200 000 projets. Là, on va être frustré, on va rien amener à bout et on ne sera pas du tout dans notre niveau d'exigence. Donc ça, c'est quelques conseils. Il y en a plein d'autres, évidemment. Il y a notamment celui de travailler sur sa gestion émotionnelle, bien évidemment. Mais ça, c'est difficile de le faire seul. La méditation zazen, pas d'autres méditations, pas de méditation guidée. La méditation zazen, ça va être la meilleure méditation possible pour les hypersensibles parce qu'elle apprend à muscler le muscle de je reste ici et maintenant et j'arrête d'être éparpillée et de me laisser entraîner ailleurs qu'ici et maintenant. Voilà, mais il y a plein de choses dans le programme. C'est un programme sur 4 mois, donc il y a énormément de choses. De ce que vous me dites de ce programme, il y a une idée qui me vient en tête. Ça me fait beaucoup penser au coaching de vie, qu'on voit un petit peu plus fleurir sur les réseaux sociaux principalement, en effet. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous identifiez, ce coaching de vie ? Donc moi, je fais du coaching pro et perso depuis 11 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire pro et perso? C'est-à-dire que ça a plutôt été pour des gens en entreprise, mais on travaillait sur leur développement personnel. Donc oui, coaching de vie, ça s'apparente. Mais justement, mon expérience, c'est que les coachs de vie vont souvent être dans apprendre à ouvrir son cœur, à être dans l'ouverture. Or, l'hypersensible, il doit apprendre l'inverse. Il doit apprendre à, de temps en temps, trier les personnes qui l'entourent, mettre des barrières émotionnelles et relationnelles, avoir le choix, reprendre les manettes. C'est pour ça que j'aime bien parler de leadership de soi-même pour arrêter de subir certaines choses. Donc oui, le coaching de vie, mais le coaching de vie, il est un peu infusé de préceptes bouddhistes, d'accueil, etc. Et c'est super, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais pour les hypersensibles, attention. C'est pas vrai tout le temps. Ou alors, il faut que le coach de vie comprenne vraiment tous ces mécanismes. J'aimerais vous demander du coup, par rapport à, en reprenant un petit peu tous les éléments qu'on vient d'évoquer, comment vous voyez l'avenir, vous, pour justement les personnes hypersensibles, pour la condition de ces personnes-là, le fait que par exemple ce ne soit pas reconnu comme une maladie, est-ce que ça pourrait le devenir? Comment vous voyez tout ça un petit peu, vous? Ma vision, et ça n'engage que moi, c'est que je ne pense pas que ça sera reconnu comme une maladie, parce que clairement, ça n'en est pas une. Il y a des recherches qui sont faites, et ça, l'avantage de démocratiser tous ces termes, d'en parler, et merci d'ouvrir la parole là-dessus, ça permet de mettre plus de moyens sur la recherche de ça. Il y a effectivement des recherches qui commencent à démontrer qu'on a des baisses de sérotonine fortes quand on est hypersensible. Dès qu'on va être très stimulé, blessé par exemple, on va avoir peut-être des micro-états dépressifs qui partent assez vite en général, parce que je remarque que les hypersensibles, ils ont ces états-là, mais ils ont des capacités de rebondir, des capacités de résilience, une force et un courage qui sont aussi décuplés. Donc, je ne crois pas que ça sera reconnu comme une maladie. Peut-être qu'on en connaîtra mieux les mécanismes. Il faut faire attention de ne pas l'apparenter à la bipolarité ou aux troubles, à certains troubles de la personnalité, le trouble borderline notamment. On peut faire l'amalgame parce que de loin, ça peut ressembler dans certains symptômes. Donc pour moi, c'est surtout les recherches qui vont évoluer, les thérapeutes, les coachs de vie, les coachs professionnels, les entreprises qui vont commencer à comprendre ce que c'est et comprendre que c'est vraiment une force très très puissante, puisque l'hyper-empathie va nous permettre, par exemple, dans l'entrepreneuriat, de mieux comprendre les clients, de savoir ce dont ils ont besoin. Moi, je sais que j'ai été une commerciale pendant quelques temps après avoir été ingénieure, et j'avais des résultats excellents, alors que je ne suis pas du tout faite pour ça et que je n'ai pas la fibre commerciale. Mais le fait que je comprenne absolument en 10 minutes ce dont avait besoin un client, je lui apportais sur un plateau ce dont il avait besoin. Et je sais que mes chefs s'arrachaient les cheveux parce que quand ils mettaient en place des incentives, genre il faut vendre ce produit parce qu'on en a trop et il faut l'écouler. Mais moi, si ce n'était pas le besoin du client, jamais j'allais leur proposer ça. Donc, par contre, dans l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de marketing empathique. Comprendre les gens, c'est ce qui permet de mieux les servir et de leur apporter un service adéquat. Donc, quand on comprendra toutes les forces qui peuvent en découler et qu'il faut faire attention à ces sprinteurs qui se fatiguent vite, je crois que le monde se portera mieux, tout simplement. Donc en somme, ce que j'en retire de ce que vous me dites, c'est un petit peu un changement de regard à opérer sur l'hypersensibilité. Oui, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans toutes les interviews que je fais aujourd'hui. Et je suis tellement ravie, heureuse et dans la gratitude que des personnes comme vous nous donnent la parole. Oui, je crois ça. Écoutez, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie Clerc, de nous avoir rejoints sur le plateau. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle interview sur Anonymal TV. Au revoir.